Certaines disparitions restent sans réponse pendant des années et il suffit des fois d'un seul élément pour relancer tout un dossier. Dans cette vidéo, on va revenir sur 3 affaires dont je vous avais déjà parlé sur cette chaîne: Suzanne Ford, Madeleine McCann et Misha Ancinas. Parmi ces 3 affaires, il est évoqué un avis de décès assez récent qui a été mis en lumière. Une autre affaire est quand même considérée comme l'un des plus grands dossiers criminels au monde et vient d'être évoquée dans des dossiers qui ont ébranlé les plus grandes figures mondiales et les plus puissantes. Et pour la 3e affaire, il semble que la justice ait enfin bougé. On se retrouve juste après ça. Avant de commencer cette vidéo, rappelez-vous, je vous avais parlé très récemment sur ma chaîne des disparus à Pattaya, tout simplement parce que j'étais partie en vacances en Thaïlande. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai découvert un jeu que j'ai vraiment apprécié. Il s'agit de June's Journey, qui sponsorise cette vidéo. C'est un jeu d'enquête donc qui me correspond totalement, que vous pouvez télécharger en scannant directement le QR code qui s'affiche à l'écran. Ou pour trouver des indices, vous devez retrouver des objets cachés, le tout dans une ambiance année 1920. On incarne June Parker, une enquêtrice amateur, et on avance dans une histoire pleine de mystères, de secrets de famille et de rebondissements. Ce que j'aime particulièrement avec ce jeu, c'est que ça ne se limite pas à chercher des objets. Il y a bien sûr les scènes avec des objets cachés qui demandent de l'observation et de l'intention pour trouver des indices et faire avancer l'histoire, mais il y a aussi toute une partie créative avec la décoration de son île qu'on construit au fil de sa progression. En plus, il y a aussi, vous savez, des événements spéciaux qui permettent un peu de changer du quotidien du jeu et de débloquer des récompenses. Personnellement, je trouve que le jeu il est vraiment sympa. En plus de ça, il vous permet de déconnecter, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un objectif, une nouvelle scène à débloquer, une énigme à résoudre et une vraie sensation de progression. Si vous voulez enquêter comme moi avec June, le jeu June's Journey est disponible donc sur mobile à télécharger, également sur PC et tablette. Et en plus de ça, il est gratuit. Vous pouvez télécharger le jeu en passant directement par le lien que je vous mets en description et en commentaire épinglé, ou tout simplement en scannant le QR code qui s'affiche ici à l'écran quelque part. Vous le savez, ça soutient énormément ma chaîne, ce type de collaboration. Et donc je remercie énormément June's Journey de sponsoriser cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez téléchargé le jeu et si vous avez testé. Merci beaucoup et on se retrouve pour la suite. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui revient sur 3 dossiers qui m'ont et qui vous ont marqué. Donc 3 dossiers de disparitions mystérieuses pour lesquels il y a eu des grandes avancées, en tout cas pour certains. Vous le savez, j'aime bien vous tenir au courant des dossiers de disparition dont j'ai déjà traité sur ma chaîne parce que par définition, une disparition est amenée à évoluer au fur et à mesure du temps. Pour votre complète information, je vous mets en description les 3 vidéos initiales qui sont sorties sur ma chaîne parce qu'elles sont vraiment très complètes et très bien faites. Mais vous le savez, lorsque je fais des mises à jour sur des dossiers, je fais toujours une petite partie contexte, histoire que vous ne soyez pas totalement perdu et que vous sachiez de quoi on parle. En avril 2023, je publiais une vidéo sur une disparition très peu connue ici en France, la disparition de Suzanne Ford, une ressortissante irlandaise installée depuis peu dans le sud de la France. À l'époque, cette affaire était particulièrement mystérieuse. Suzanne avait quitté Montpellier pour un voyage en Écosse et s'y était volatilisée sans laisser de traces. Depuis cette première vidéo, les informations sont restées extrêmement rares. D'ailleurs, lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, en tout cas à une époque, beaucoup de personnes, d'internautes anglophones cherchaient des informations sur cette disparition, mais
personne n'en trouvait réellement, en tout cas pas de mise à jour, tout simplement je pense parce que les proches, la famille de la disparue restaient quand même très discrets concernant toute cette affaire. Mais récemment, un nouvel élément a attiré l'attention, mais avant que je vous en parle, revenons sur les faits. Susan Ford, originaire de Killarney en Irlande, avait 56 ans au moment de sa disparition. Femme discrète et indépendante, elle parlait plusieurs langues et avait travaillé dans différents domaines, notamment la santé et l'enseignement. Elle était également impliquée dans un projet de réhabilitation pour des patients victimes d'AVC dans le comté de Kerry. Au printemps 2022, elle quitte l'Irlande pour s'installer dans le sud de la France, près de Montpellier. Elle commence alors à donner des cours d'anglais en ligne et crée une micro-entreprise. Ses proches savent qu'elle s'est installée en France, mais très peu de personnes connaissent exactement son mode de vie ou même son adresse. Le 16 octobre 2022, Susan envoie un dernier message à sa famille indiquant qu'elle part à la plage. Mais les investigations montreront qu'elle n'est en réalité pas en France à ce moment-là. Les enquêteurs vont donc retracer son trajet. Susan s'est rendue en Écosse, d'abord à Édimbourg, puis sur l'île de Lewis, dans les Hébrides extérieures. Elle est filmée pour la dernière fois quittant son hôtel à Stornoway vers 17h12 avec un sac à dos. Elle prend ensuite un taxi jusqu'à Borth Country House Hotel, situé à environ 30 minutes de route au nord de la ville. Problème, l'hôtel est fermé ce jour-là et Susan ne semble pas avoir pris de réservation. Le chauffeur de taxi est la dernière personne connue à l'avoir vue. Après avoir été déposée sur le parking, Susan se volatilise complètement. Des recherches importantes sont menées dans la région par la police écossaise, les gardes-côtes et des équipes de secours en montagne. Les alentours, la côte et même la rivière voisine sont fouillés pendant plusieurs jours, mais aucune trace de Susan n'est retrouvée. Les recherches sont finalement suspendues en novembre 2022, soit environ un mois après. Depuis ma première vidéo, l'affaire semblait complètement figée. On n'avait aucune information. Comme très souvent après que je publie une histoire de disparition sur ma chaîne YouTube, je me tiens vraiment informée de tous les moindres détails qu'il pourrait avoir sur une histoire que j'ai traitée. Pour cette disparition, c'est vraiment l'une de celles pour lesquelles j'ai dû le plus fouiller pour trouver des informations et il n'y avait aucune mise à jour. Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai un peu moins regardé les informations la concernant. Puis un jour, je regarde les commentaires sous ma vidéo, d'ailleurs je vous les mets ici, et je tombe sur un commentaire d'une personne qui me dit, là c'était il y a 4 mois au moment où je tourne, alors un livre de condoléances a été ouvert et un avis de décès a été publié sur un site irlandais spécialisé dans les annonces funéraires. On peut voir la photo de Susan Ford, elle est donc considérée comme décédée. En effet, l'avis a été publié le 25 octobre 2023, soit 6 mois après la publication de ma vidéo et 1 an après la disparition. La date de la mort est indiquée comme étant le 16 octobre 2022, donc jour des dernières preuves de vie de Susan, comme je vous l'ai énoncé. Il est également indiqué qu'une messe de funérailles a été célébrée en son honneur le dimanche 29 octobre 2023 à l'église Prince of Peace à Fossa, Killarney. La messe a apparemment été diffusée en direct, ce sont des choses qui se font assez souvent dans certains pays anglophones, j'ai pu le voir. Bon, évidemment, à ce moment-là, je n'étais pas au courant du décès de Susan, donc je n'ai pas pu y accéder, puis elle n'est pas en rediffusion. Et donc les informations disponibles concernant cette disparition restent limitées. J'ai beau avoir fouillé, on n'a aucune information sur les circonstances de son décès. Pour l'instant, il n'est pas établi publiquement si cet avis fait suite à la découverte de son corps, à une procédure administrative ou à une décision prise par la famille après de longs mois sans nouvelles. Aujourd'hui, 3 ans après la disparition de Susan Ford, les circonstances de ce qui lui est arrivé restent floues, en tout cas publiquement. On avait évoqué plusieurs hypothèses lors de ma première vidéo, un accident près des falaises après qu'elle se soit baladée, le fait qu'elle ait voulu mettre fin
à ses jours, alors une attaque fortuite par une personne ou une attaque préméditée par quelqu'un avec qui elle avait rendez-vous, mais sans aucun élément concret sur le terrain ou médiatiquement disponible, il est vraiment très compliqué d'avoir une idée sur ce qui lui est arrivé et de savoir quelle hypothèse est privilégiée. En tout cas, la publication de cet avis de décès semble indiquer que les proches de Susan Ford ont peut-être trouvé une conclusion à toute cette triste histoire. Et donc c'est ce qui reste le plus important, même si aujourd'hui nous n'avons pas d'informations supplémentaires concernant les circonstances de sa disparition et de son potentiel décès. Et dans d'autres cas, malheureusement, le temps ne fait qu'amplifier le mystère et surtout soulever de plus en plus de questions. C'est le cas de l'affaire dont je vais vous parler maintenant. Là, je vais vous parler de la disparition de Madeleine McCann, surnommée Maddie McCann, qui reste l'une des affaires criminelles les plus médiatisées dans le monde, en tout cas au XXIe siècle. La fillette britannique de 3 ans disparaît le 3 mai 2007 à Praia de Luz au Portugal, alors qu'elle dort dans l'appartement de vacances où séjournent ses parents. Pendant plus de 15 ans, l'enquête a connu de multiples rebondissements, entre pistes abandonnées, suspects successifs et controverses médiatiques. En septembre 2022, lorsque je publie ma première vidéo sur cette affaire, un suspect principal est déjà identifié, le criminel allemand Christian Bruckner. Mais avant toute chose, revenons rapidement sur les faits. Le soir du 3 mai 2007, les parents de Maddie dînent avec des amis dans un restaurant du complexe hôtelier Ocean Club, situé à environ 80 mètres de leur appartement. Comme les autres familles du groupe, ils laissent leur enfant dormir et passent régulièrement vérifier que tout va bien. Vers 22h, Kate McCann découvre que le lit de Maddie est vide. La fenêtre de la chambre est ouverte. L'alerte est immédiatement donnée. La disparition déclenche une mobilisation internationale ainsi qu'une enquête qui va rapidement devenir extrêmément controversée. Au départ, plusieurs pistes sont explorées. On a l'enlèvement opportuniste, un cambriolage ayant mal tourné, l'implication d'un réseau pédocriminel ou encore une responsabilité des parents après un accident domestique. D'ailleurs, en 2007, très rapidement, ce sont les parents qui vont être considérés comme les principaux suspects et particulièrement la mère de Maddie, Katie McCann. C'est dû notamment à plusieurs détails que je vous ai exposés dans ma première vidéo. Allez la voir, elle est vraiment très complète si vous voulez avoir plus d'informations sur ce dossier. En tout cas, il y avait des informations concernant des empreintes digitales ou même le travail de 2 chiens renifleurs de cadavres qui avaient été assez précis, notamment dans l'appartement de vacances, mais aussi dans le véhicule de location qu'avaient emprunté les parents après la disparition de leur fille lorsqu'ils ont décidé de rester plus longtemps pendant les recherches initiales. Et même si Katie a été mis en examen dans cette disparition, les parents sont définitivement innocentés en 2008. Bien qu'aujourd'hui, il y a encore un enquêteur dans le dossier qui croit vraiment en leur culpabilité, et il y a encore beaucoup de monde qui se pose des questions quant à l'implication des parents dans la disparition de Maddie. Pendant plus d'une décennie, il n'y a aucune réelle évolution dans cette affaire. Puis en 2020, un tournant intervient lorsque les autorités allemandes identifient un suspect, Christian Bruckner, un criminel pédophile allemand ayant vécu à proximité de Praia da Luz au moment des faits. Au moment de ma première vidéo en septembre 2022, Bruckner est considéré comme le principal suspect dans la disparition et le meurtre présumé de Madeleine McCann, même si aucune preuve formelle n'a été rendue publique. Je vais vous exposer très succinctement ce qui le rend particulièrement suspect dans ce dossier, outre le fait qu'il a un profil plus qu'inquiétant. Donc déjà le fait qu'il connaissait les lieux de la disparition, puisque il semble qu'il avait déjà fait des cambriolages à ce niveau-là. Le fait également, et surtout d'ailleurs, que son portable est borné vraiment dans la zone de la disparition, au moment de la disparition, et qu'il a échangé au téléphone assez longuement avec une personne qui aujourd'hui n'a toujours pas été identifiée, en tout cas de ce que l'on sait.
Depuis la sortie de cette première vidéo, on a eu plusieurs événements qui ont relancé l'intérêt médiatique autour de cette affaire. Alors, le plus gros qui nous avait tous un peu tenus en haleine jusqu'à un certain moment, je pense que vous aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'était le cas, en 2023, on a une jeune femme du nom de Julia Wendell qui affirme publiquement être Madeleine McCann. Son histoire devient virale sur les réseaux sociaux après la création d'un compte Instagram dédié, qui aujourd'hui ne semble plus être disponible. Elle affirme reconnaître certains souvenirs d'enfance et souligne une ressemblance physique, notamment avec la tache dans l'œil qui est similaire à celle de Maddie, je vous mets les photos de comparaison ici, ou encore des grains de beauté similaires à la cuisse. Donc la jeune femme était demandeuse de réaliser des tests ADN et de les comparer avec les parents pour voir s'ils étaient réellement ses parents. Alors les parents McCann, eux, n'ont jamais souhaité participer à ces tests ADN, considérant que cette affaire relevait d'une manipulation médiatique. Finalement, les premiers tests réalisés l'ont été de l'initiative seule de Julia. Et alors ces premiers tests établiront que Julia ne serait pas la petite Maddie, puisqu'ils auraient montré qu'elle était seulement polonaise, alors que les McCann, eux, sont d'origine britannique. À la suite de ce premier test, Julia va s'excuser publiquement, mais d'après Julia, un second test plus récent viendrait en contre-expertise contredire les résultats de son premier test. Il me semble qu'elle avait parlé d'une personne experte dans le domaine des tests ADN, mais je pense que à ce moment-là, plusieurs personnes se sont un peu détachées de cette histoire parce qu'ils se sont rendus compte que elle voulait limite être Madeleine McCann, alors que tous les éléments allaient contre cette identification. Les parents de Julia et les parents de Maddie refusent toujours de faire des tests ADN et de les confronter. Oui, parce que là, on va parler des parents de Julia, hein, ce n'est pas une orpheline. Selon les parents de cette jeune femme, elle serait suivie depuis plusieurs années pour des troubles psychiatriques importants. Et puis surtout, elle est née 2 ans avant la petite Madeleine et la police polonaise a déjà contredit sa version après une enquête. Et donc, en février 2025, ce qui est plutôt récent, j'étais surprise de voir ça, je pensais que tout ça avait été mis de côté et qu'il n'y avait rien d'autre finalement. Et en fait, pas du tout. Elle a été arrêtée à l'aéroport de Bristol et mise en cause pour harcèlement de la famille de la fillette disparue. Elle est même jugée en octobre 2025 aux côtés de Karen Sprague, 61 ans, également accusée de harcèlement. Et toutes deux vont rejeter les accusations. Pourtant, il semblerait qu'elles se soient rendues ensemble au domicile des McCann en décembre 2024. Lors du procès, les plaidoiries ont dévoilé l'insistance de Julia auprès des parents pour tenter de les convaincre. Elle aurait ainsi contacté Kate McCann plus de 60 fois par jour, imaginez-vous. En plus de ça, Julia ne s'est pas limitée à prétendre être Maddie McCann. Parce qu'en effet, entre 2022 et février 2025, elle aurait aussi tenté d'usurper l'identité de 2 autres jeunes filles disparues, une allemande Inga Gericke, disparue à l'âge de 5 ans dans le nord du pays en mai 2015. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma première vidéo, puisqu'on avait relié potentiellement cette disparition avec Christian Bruckner, et également une américaine, Acacia Bishop, disparue à l'âge d'1 an dans l'Idaho en mai 2003. Finalement, Julia a été reconnue coupable de harcèlement et placée en détention. Alors aujourd'hui, je suis allée voir un petit peu sur ses réseaux, elle ne semble plus parler de ça, elle semble faire des petites allusions à travers des phrases, mais rien de spécial. Par contre, elle en a parlé une dernière fois en décembre 2025 pour expliquer un petit peu, je pense, ces mois de silence, puisqu'elle a été jugée en octobre 2025. Et bon, dans son message qu'elle poste, que je vous mets ici, elle explique qu'elle remercie les personnes qui la soutiennent et elle dit qu'elle voulait également du temps et de l'espace pour elle-même, mais elle affirme qu'elle n'était pas une menteuse et qu'elle voulait toujours savoir qui elle était et qu'il y a beaucoup de choses dont elle n'a pas le droit de parler. Sinon, du côté de l'enquête en elle-même, en 2023,
il y a eu de nouvelles fouilles menées au Portugal, notamment près du barrage d'Arad, situé à une quarantaine de kilomètres de Praia da Luz, donc le lieu de la disparition. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce lieu était fréquenté par le principal suspect de l'enquête, Christian Bruckner, lorsqu'il vivait dans la région. À ce moment-là, c'était des recherches qui étaient menées par les autorités de différents pays, donc britanniques, portugaises et allemandes, et ça n'avait rien donné. Et les dernières recherches dont j'ai eu la connaissance, c'était en juin 2025, donc assez récemment. En juin 2025, on a environ 25 policiers allemands assistés par leurs collègues portugais qui ont mené des recherches près de la station balnéaire, toujours de Praia da Luz. Ils ont usé d'une débroussailleuse, de pelles et de râteaux. Ils ont arpenté un vaste secteur boisé autour de plusieurs maisons en ruine, situées entre la ville de la disparition et la ville de Lagos. Ils auraient également enquêté aux alentours du village d'Atalaya, où se trouvait une des anciennes demeures de Christian Bruckner. Alors, on a quand même des vêtements et des ossements qui ont été retrouvés à l'issue de ces recherches. C'était un grand espoir, tout simplement parce que on avait envie de trouver des éléments pour éviter la sortie de prison de Christian Bruckner qui se profilait rapidement. En effet, je vais revenir dessus après. Christian Bruckner était censé sortir de prison juste après ses recherches et donc un espoir qu'en effet il puisse enfin être mis en examen et incarcéré dans le meurtre de la petite Madi, qu'on ait enfin un élément qui le lie à cette disparition. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, avec les éléments que je vais vous exposer juste après, même si on n'a pas d'informations précises sur ces éléments qui ont été retrouvés suite aux recherches menées en juin 2025, on peut imaginer que ça n'a rien donné, puisque, je vais vous l'exposer là, aujourd'hui, Christian Bruckner est sorti de prison. En 2024, Christian Bruckner comparaissait devant la justice allemande pour plusieurs affaires de vol et d'agression sexuelle commises au Portugal entre 2000 et 2017. Ces procès sont suivis de près par les enquêteurs travaillant sur la disparition de Madi, certains espérant que de nouveaux témoignages ou éléments pourraient émerger. Mais en octobre 2024, Bruckner est finalement acquitté de ces accusations faute de preuves suffisantes. Mais je vous le disais, il restait quand même incarcéré pour une autre condamnation. Pour le viol d'une touriste américaine de 72 ans commis en Algarve en 2005, soit 2 ans avant la disparition de la petite Madi. Il est sorti malheureusement depuis septembre 2025 et la justice allemande est vraiment perturbée puisqu'ils n'ont pas réussi à le retenir plus longtemps incarcéré, s'ils ont très très peur de ces récidives potentielles et eux-mêmes le considèrent comme une personne très dangereuse. Dites-vous que quand il est sorti, lui, il a eu un espoir qu'il pouvait partir du pays tranquillement et refaire sa vie au soleil, et il avait ouvert une cagnotte sur GoFundMe. Bref, en demandant aux personnes, donc s'il donnait 10 €, ce serait pour un café, si c'était 50 €, ce serait pour qu'il puisse faire ses courses, voilà, et en disant que comme ça, l'Allemagne se serait débarrassée de lui. Donc vraiment, on voit que la personne est dans un autre monde et que c'est complètement lunaire. Heureusement, la plateforme a annulé cette cagnotte. Pendant un temps, l'homme de 47 ans aujourd'hui, après sa sortie, a essayé de rester dans plusieurs logements, mais donc son identité était connue et à chaque fois il se faisait chasser. Personne ne voulait avoir un tel voisin, ce qui est compréhensible. Et donc pendant un moment, il a dormi dans une tente dans un parc à Kiel, en bordure de mer Baltique dans le nord de l'Allemagne, et il aurait été sous la surveillance constante de 2 policiers chargés de le protéger. Finalement, au bout d'un moment, le tribunal s'est prononcé sur ses conditions de domiciliation et il a accepté, Bruckner, une offre municipale pour un nouveau logement dans Kiel. Alors, il reste toujours sous la surveillance de policiers et il a aussi un bracelet électronique. Si vous voulez en savoir plus sur la dangerosité de cet homme, je vous invite à aller regarder ma première vidéo, parce qu'on parle pas d'un enfant de cœur du tout. Et là, on va parler d'un élément particulièrement inattendu qui a été évoqué très récemment, donc là, il y a quelques semaines, au moment où je tourne cette vidéo. En effet, on va parler ici des dossiers de l'affaire Jeffrey E. Alors, je vais pas dire le nom de famille, mais je pense que vous l'avez tous, mais je vais pas le dire parce que je veux éviter que ma vidéo saute. Et donc, dans les archives judiciaires,
figure un témoignage transmis au FBI en 2020 dans lequel une personne affirme avoir aperçu en 2009, donc 2 ans après la disparition de Maddie, une femme ressemblant à Ghislaine Maxwell accompagnée d'une fillette ressemblant à Maddie. Rapidement, Ghislaine Maxwell, c'est qui? C'est une ancienne mondaine britannique, proche collaboratrice de Jeffrey E. Pendant de nombreuses années, selon l'enquête américaine, elle aurait participé au recrutement de jeunes filles mineures pour le réseau d'exploitation S mis en place par Jeffrey. En 2021, elle a été reconnue coupable de trafic S de mineurs et condamnée à 20 ans de prison aux États-Unis. Le témoin affirme avoir été frappé par une caractéristique particulière. La fillette semblait cacher son œil droit, un détail rappelant l'anomalie oculaire distinctive de Madeleine McCann. Alors quand même, il est important de signaler que c'est un élément qui est isolé et non corroboré. C'est juste un témoignage. Aucun élément matériel ne vient appuyer ce témoignage et ne vient le confirmer. Et aussi, l'enquête officielle n'a pas établi de lien entre l'affaire de Maddie et l'affaire de Jeffrey E. Il apparaîtrait d'ailleurs que les autorités britanniques, allemandes et portugaises n'ont jamais travaillé sur cette piste, mais peut-être que ça va changer avec ces derniers éléments. Ce témoignage a relancé plusieurs spéculations sur Internet, mais avant d'aller plus en profondeur dans ces spéculations, on va juste revenir sur un passage de ma première vidéo pour qu'on puisse discuter dessus. Par contre, dans le même genre, il y a eu un autre témoignage très important. Il s'agit d'un témoignage d'un couple irlandais qui se baladait dans la rue, donc les Smiths. Eux, ils ont également aperçu 2 hommes, dont un qui portait de manière un peu maladroite une fillette blonde avec un pyjama rose avec des motifs, donc comme celui que portait Madeleine le soir de sa disparition. Un peu avant 22h, vraiment partir du complexe hôtelier et se diriger vers une rue un peu plus lointaine, là où il y a des villas. Ce signalement a été également pris très au sérieux. Là, il y a des portraits robots qui ont été diffusés, histoire de retrouver ces 2 personnes, d'ailleurs qui sont toujours disponibles parce qu'on n'a pas retrouvé ces 2 personnes. Donc à l'époque déjà, il y avait plusieurs théories qui circulaient sur un éventuel réseau criminel international. Certaines d'entre elles faisaient notamment référence à la théorie complotiste du Pizzagate. Alors cependant, aucune enquête officielle n'a jamais établi de lien entre ces théories et la disparition de la petite Madeleine. Et des internautes ont imaginé un lien entre le portrait robot de suspect de la disparition de Maddie avec John Podesta et son frère Tony. Je vous en avais parlé. Les portraits robots de 2 hommes qui auraient donc été vus la nuit de la disparition de la fillette, aux alentours du lieu de la disparition, en train de porter un enfant, une petite fille. À ce jour, les hommes qui auraient été aperçus en train de porter cette fillette, cet enfant, n'ont jamais été identifiés et retrouvés. Et on ne sait d'ailleurs pas s'il y a vraiment un lien entre ces portraits robots et la disparition. Mais vous le savez, dans cette disparition, il y a tellement eu de pistes que je ne sais pas comment ont pu faire les enquêteurs pour tout décortiquer et tout exploiter. Près de 18 ans après la disparition de Maddie, l'enquête reste officiellement ouverte. 3 pays continuent de coopérer, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Allemagne. Christian Bruckner demeure le principal suspect, mais il n'a toujours pas été inculpé pour le meurtre de la fillette. Aujourd'hui encore, les procureurs allemands continuent d'affirmer que Madeleine McCann est probablement décédée et que Christian Bruckner demeure le principal suspect dans sa disparition. Mais près de 20 ans après les faits, aucune preuve matérielle décisive n'a été rendue publique et l'un des mystères criminels les plus célèbres du XXIe siècle reste à ce jour non résolu. Mais certaines disparitions, beaucoup plus récentes, peinent elles aussi à obtenir des réponses. Et c'est notamment le cas de l'affaire de Misha Ancinas. Si je vous parle aujourd'hui de la disparition de Misha Ancinas, c'est parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est une affaire qui vous a beaucoup touché. Et vous me posez encore beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Donc aujourd'hui, je vais enfin répondre à ces questions. D'ailleurs, c'est un des dossiers qui m'a le plus touchée depuis que je fais ce métier. En effet, c'est un dossier où je me suis beaucoup attachée
à Misha, puisqu'il a vraiment eu une vie pas facile. Vraiment, j'ai adoré les parents aussi, puisque ce sont des personnes fortes, droites et qui ont tout fait pour donner un bel avenir à Misha. Il y a aussi beaucoup de frustration. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo. Faut savoir que lorsque j'ai parlé de cette affaire la première fois, c'était parce que j'étais tombée fortuitement sur un de ces avis de recherche, ARPD, puisqu'on était les seuls à en avoir parlé. Donc ARPD pour Assistance et Recherche de Personnes Disparues, c'est une association pour laquelle, vous le savez depuis des années, je suis enquêtrice bénévole et il fut un temps, j'étais même vice-présidente de l'association. D'ailleurs, à cette époque, j'étais vice-présidente, je vous dis ça parce que après je vais vous mettre des petits bouts d'articles où il est écrit que je suis vice-présidente, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai surtout été frappée que en fait, personne n'en parlait sur les réseaux sociaux malgré la gravité de la disparition. Il faut savoir que là, quand j'en ai entendu parler la première fois, c'était fin 2023 et c'est aussi à ce moment-là que j'ai traité de la disparition sur ma chaîne. Et oui, c'était quand même 4 ans après la disparition puisque Misha avait disparu en août 2019 à l'âge de ses 20 ans. Il y avait énormément d'inquiétudes autour de sa disparition, il y en a toujours aujourd'hui et dans la partie rappel des faits, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc quand j'ai réalisé cette vidéo en décembre 2023, j'ai évidemment eu l'accord des parents de Misha et on a travaillé avec l'ARPD pour vraiment faire une vidéo succincte mais nécessaire sans accuser personne puisque on est sur une piste principale criminelle à l'heure actuelle. Et c'était la première fois que j'allais lancer, vous savez, ce que vous voyez maintenant assez souvent dans mes vidéos quand je parle de disparition française et que je fais des appels à témoins, les fameux fichiers anonymes sur Google Forms. C'est avec l'affaire Misha Encinas que je les ai lancés puisque il était nécessaire d'avoir des témoignages pour relancer le dossier. Et donc dans ce dossier-là, il fallait que ce soit des témoignages anonymes pour rassurer les personnes. Voilà, c'est à partir de là que ça a commencé. Misha est né en Russie en 1999 et a été adopté par une famille française composée de Florence et François. Il grandit d'abord en Haute-Savoie avant de suivre ses parents dans le sud de la France. Son adolescence est marquée par des fréquentations dangereuses. Il cherche à s'intégrer à un groupe de jeunes délinquants au sein duquel il aurait subi des humiliations, des violences et des menaces. C'était pas du tout un leader dans son groupe, c'était même plutôt un suiveur et en fait au départ on l'utilisait puisque c'était le seul mineur du groupe. Comme ça, il n'aurait pas pu être inquiété puisqu'il était mineur sur certains petits délits. On a retrouvé plusieurs vidéos plus tard qui montrent que Misha était en train de se faire frapper et maltraiter. À l'été 2019, après avoir quitté le restaurant familial où il a travaillé brièvement, il part vivre ou en tout cas travailler à Cannes-la-Boca. Le 25 août 2019, il contacte ses parents pour la dernière fois et il leur explique être à Marseille et qu'après un contrôle dans le train, il a besoin d'une copie de sa carte d'identité. Le lendemain, son téléphone borne à Échirolles, près de Grenoble, où il est déposé par un blablacar. Le trajet est retrouvé, les témoins également, les personnes qui ont pris le même trajet que lui, et ils le décrivent comme étant calme et poli. Il était sur son portable tout le long du trajet et au moment d'arriver sur Échirolles, il a éteint son portable. À partir de cet instant, on perd complètement sa trace et on n'aura plus jamais aucune nouvelle de Misha. Au départ, la disparition n'est pas prise au sérieux par les forces de l'ordre, mais alors que les parents sont allés pour une première fois déclarer la disparition inquiétante de leur fils, ils vont tomber sur un courrier qui était destiné à Misha, donc chez eux. Ils vont ouvrir l'enveloppe et ils vont voir à l'intérieur de cette enveloppe des informations qui vont leur glacer le sang, notamment des documents judiciaires qui témoignent d'une violence certaine, des violences qu'il aurait subies auparavant par ce groupe de personnes. Et donc, au vu de l'ampleur des informations et de la gravité des choses qui ont été énoncées dans ce document, finalement, les autorités vont prendre au sérieux la disparition et une enquête va être ouverte. Donc, au départ, apparemment, l'enquête va quand même être bien réalisée. C'est la section de recherche de Marseille qui va
faire l'enquête. Et puis après, quand l'information sur Échirolles est sortie, normalement le dossier était censé être transféré sur Grenoble, puis au final le dossier s'est un peu perdu, il a été oublié et rien n'a avancé. Et donc c'est dans ce contexte que je vais publier ma vidéo le 10 décembre 2023. Et je mets en place, donc je vous le disais pour la première fois, ce fameux formulaire de témoignage anonyme. D'ailleurs je vais recevoir plusieurs, mais on va revenir dessus plus tard. Dès la sortie de la vidéo, les parents de Misha m'apportent une information importante qu'ils m'ont demandé de mettre en commentaire épinglé. Donc je vous le mets ici, ce commentaire, et je vais vous le lire. Lors de leur déplacement à Cannes, lorsqu'ils recherchaient leur fils, ils avaient rencontré plusieurs personnes ayant vu Misha, apparemment juste la veille de leur arrivée à Cannes, dont 2 jeunes femmes qui l'auraient aperçu la veille au stade Coubertin. Les parents récupèrent leur numéro de téléphone, le transmettent rapidement aux gendarmes, mais selon eux, ces témoignages n'auraient pas été pris au sérieux. Plus tard, ils apprennent que le stade Coubertin se situe juste en face de l'adresse d'un des protagonistes du dossier, un certain Zacharia, qui avait hébergé plusieurs fois Misha lorsqu'il venait sur Cannes. Et donc il serait potentiellement relié à la disparition selon nos informations en interne. Autre élément troublant, une perquisition est menée dans la chambre de Misha. Les enquêteurs n'y trouvent selon eux rien d'intéressant. Pourtant, quelques jours plus tard, en faisant le ménage, sa mère Florence découvre dans la poubelle une feuille chiffonnée contenant plusieurs numéros de téléphone. Tous appartenaient à des personnes déjà connues de la justice. Je la cite, c'est dingue, ils sont passés à côté. On leur a donné cette liste, mais peut-être qu'elle aurait pu servir plus tôt. Ces éléments traduisent surtout à ce moment-là la frustration des parents et le fait que, selon eux, certaines pistes n'auraient pas été suffisamment exploité, ou en tout cas pas suffisamment rapidement. Malgré cela, la médiatisation de l'affaire marque un tournant dans ce dossier. De nombreux témoignages arrivent, donc à la fois par mois sur le formulaire anonyme et aussi pour l'équipe bénévole mobilisée autour du dossier à l'époque. Plusieurs recoupements confirment que Misha évoluait dans un environnement particulièrement violent sur fond de délinquance et de trafic de stupes. À ce moment-là, l'équipe ARPD est très active et offre un regain d'espoir pour les parents de Misha. Dans la foulée, je vais proposer la disparition à la production de M6 Appel à témoins. Vous savez, avec la RPD, on est en collaboration avec l'émission depuis plusieurs années maintenant. Et donc, je suis en discussion très souvent avec la production pour proposer des dossiers. Et donc, il était évident pour moi que le dossier de la disparition de Misha, qui en plus n'était pas actif au niveau de l'enquête, avait besoin d'un coup de pouce médiatique aussi important que peut offrir M6 Appel à témoins. Finalement, la disparition est évoquée le 4 mars 2024 en présence de ses parents. Je suis Florence Ancinas et je recherche mon fils depuis plus de 4 ans et demi maintenant. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, de toute façon je rentre bientôt, je vous embrasse, je vous aime. Et là on commence à s'inquiéter puisque Misha nous a toujours pas rappelé. Je veux participer à cette émission parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui savent quelque chose, qui ont vu, qui ont entendu et qui peuvent, par un simple témoignage, même anonyme, nous faire relancer, nous redonner espoir et faire relancer l'enquête. On a besoin de savoir, voilà, on attend réellement beaucoup de cette émission. Et on vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter. J'avais d'ailleurs été à l'époque exceptionnellement invitée à parler avec le présentateur sur le plateau. D'habitude, vous savez, je suis en call room, mais là, donc, j'étais invitée à interagir, à répondre à des questions et également à passer un appel à témoins. Malheureusement, la partie concernant Misha qui arrivait en fin d'émission a été très succincte, très courte, et ça a laissé un profond sentiment de frustration pour les parents qui avaient misé beaucoup d'espoir et surtout qui se sont finalement déplacés pour assez peu de temps. Alors, ce sont des aléas qui arrivent. Malheureusement, c'est tombé sur eux à ce moment-là. Donc, évidemment, ils ont été très frustrés, mais on a quand même réceptionné plusieurs témoignages intéressants qui ont été travaillés par l'équipe bénévole ARPD à ce moment-là. De toute façon, l'ARPD, on n'allait pas du tout les abandonner et on continuait le travail de fond
sur la disparition de Misha. Convaincus que la piste criminelle doit être sérieusement explorée, les proches engagent de nouvelles démarches judiciaires et en septembre 2024, une avancée importante intervient. La plainte avec constitution de partie civile défendue par l'avocate de la famille, qui est d'ailleurs associée avec la RPD, est jugée recevable par le doyen des juges d'instruction de Grenoble. Une information judiciaire est alors officiellement ouverte. Le dossier était en fait resté bloqué, je mets entre guillemets, sur le bureau du procureur depuis octobre 2024, selon les informations obtenues. Et il faut savoir quand même que depuis tout ce temps, j'ai quand même encore reçu des témoignages sur ce formulaire anonyme. Donc là, le dernier, c'était en août 2025. Donc ça peut être même des années après la sortie de la vidéo. Alors pourquoi je cite ce témoignage obtenu ? Tout simplement parce que il donne l'identité exacte, prénom, nom de famille et où est la personne et ce que fait la personne d'un des protagonistes qu'on sait être un peu de notre côté le suspect numéro 1 dans la disparition de Misha. Alors même si ce témoignage ne donne pas de contexte précis et ne peut pas réellement aider puisque ces informations, on les connaît déjà, ça nous confirme encore plus tous les témoignages et tout le travail de fond qu'on avait fait qui oriente réellement sur cette piste-là, sur ce groupe-là et sur cette personne-là. Malheureusement, aucune réponse définitive n'a été apportée concernant le sort de Misha. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice. Au vu des éléments accumulés au fil des années, la thèse d'une disparition volontaire paraît de moins en moins crédible aux yeux des proches du disparu. Reste donc l'hypothèse d'une disparition sur fond de violence, de représailles ou de règlement de compte sans que cela puisse encore être établi judiciairement à ce stade. Pour la famille de Misha, l'attente continue. Pour ce qui est de la RPD, vous le savez, quand il y a une enquête qui est criminelle et qui s'ouvre enfin, nous on se met en retrait. Donc on est toujours là pour la famille si besoin, mais on n'enquête plus puisque on n'a pas vocation à résoudre des crimes, on a vocation à aider à retrouver les personnes disparues lorsqu'on peut, et également lorsqu'une disparition paraît criminelle mais qu'il n'y a pas d'enquête ouverte ou active, trouver des éléments, trouver des informations qu'on va apporter pour aider à la reprise du dossier par la justice. Et donc notre travail n'est et ne sera jamais de se soustraire aux forces de l'ordre. C'est pour ça qu'on s'est mis en retrait à ce niveau-là sur ce dossier. Cependant, je vous le disais, on peut rester en contact avec les familles si besoin est, répondre à leurs questions, les aider, les accompagner, les assister. Et donc moi, très récemment, j'ai pensé à Misha, à ses parents, et donc j'ai demandé des nouvelles à Florence puisque ça m'intéressait. Et malheureusement, l'échange avec Florence m'a un peu retourné l'estomac, en tout cas serré le cœur, puisque je voyais que, en clair, ça n'avançait pas réellement, même si officiellement la justice s'est saisie de ce dossier et qu'il y a même un juge d'instruction qui a été nommé. Alors heureusement, l'avocate a l'air vraiment très active. D'ailleurs, elle a rencontré le juge d'instruction en septembre dernier qui avait expliqué qu'il allait faire bouger les choses, mais à ce jour, le silence pour les parents est assourdissant et ils commencent à perdre espoir. C'est Florence qui me l'a dit et ça me fait vraiment de la peine avec tous les éléments qu'on a, dont évidemment je ne peux pas parler ici, vous comprenez bien pourquoi. C'est frustrant, c'est pour ça que je vous dis que c'est frustrant. Nous, à notre niveau, on peut plus rien faire. La justice a toutes les cartes en main. Peut-être qu'ils travaillent et qu'ils ne le lisent tout simplement pas, puisque c'est vraiment sensible comme dossier, mais laisser la famille sans nouvelles, je trouve que c'est le plus dur. J'espère vraiment qu'en 2026, on va leur apporter des réponses ou même tout simplement des informations sur comment avance le dossier. Et donc aujourd'hui, je veux quand même continuer à partager ce formulaire anonyme. Qui sait, peut-être qu'un témoignage pourrait faire bouger les choses. Voilà, même si aujourd'hui la RPD n'est plus active complètement sur ce dossier, le formulaire l'est toujours et évidemment, vous le savez, j'ai l'habitude de travailler avec les enquêteurs officiels sur les dossiers et leur transmettre les témoignages si nécessaire lorsqu'ils sont pertinents. Cela fait maintenant plus de 4 ans que notre fils Misha a disparu. La tristesse et l'angoisse nous consument un peu plus chaque jour. C'est pour ça que nous voulons aujourd'hui faire un nouvel appel à témoins. Le temps a passé, les enquêtes n'ont pas abouti et nous n'avons plus de pistes à suivre. Seul un nouveau témoignage pourrait relancer l'affaire. Nous savons qu'à Pras-sur-Arly, le village de la jeunesse de Misha, des personnes s'investissent beaucoup dans la recherche et on les remercie vivement. Mais peut-être que quelqu'un
sait quelque chose ou a vu quelque chose et n'ose pas le dire. Parce que ça fait longtemps et cette personne n'a pas osé à l'époque d'en parler et que maintenant elle n'ose plus le faire, qu'elle se sent culpabilisée. Micha allait aussi énormément vers Cannes la Boca. Peut-être que là aussi quelqu'un a vu quelque chose ou l'a aperçu. Donc je vous en conjure, contactez-nous. Vous pouvez le faire anonymement. Sans le savoir, peut-être qu'un petit détail pour vous peut relancer les enquêtes. Et les enquêteurs pourraient éventuellement entendre de nouvelles personnes ou se déplacer à des endroits. C'est un petit début de piste, mais pour nous, c'est un grand signe d'espoir. Et l'espoir de retrouver notre fils. Nous voulons croire en ce petit miracle. Alors merci. Merci à pour tous ceux qui vont partager ce témoignage. Merci d'avance à tous ceux qui vont partager sur tous les réseaux cet appel de détresse. Et merci surtout pour Micha. Merci. Voilà pour la mise à jour sur ces 3 dossiers. J'espère que c'est une vidéo qui vous a apporté des éléments nouveaux et que vous avez des réponses à vos questions, même si je peux vous comprendre sur certains points. Certains dossiers restent frustrants puisqu'on a des informations et on ne peut pas avancer. Je pense énormément aux familles qui sont derrière. Alors pour Suzanne, heureusement, la famille semble avoir des réponses et donc tant mieux. Malheureusement pour Madeleine, on n'en a toujours pas et on commence même à rentrer dans un optique assez glauque, encore plus glauque qu'il l'était déjà à l'origine. Et on n'a aussi aucune réponse pour le moment pour Micha et j'espère qu'un jour, je serai en capacité de vous donner des informations, quelles qu'elles soient ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur Spotify si vous le souhaitez pour regarder et écouter mes vidéos en podcast et également sur ma chaîne secondaire Les coulisses de Marine B. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.